Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Entre nous soit dit, avec ce soir un invité passionné d'Israël, un engagé, un entrepreneur, un initiateur qui bouillonne d'idées pour son pays et qui a l'ambition de changer les choses. Pour cela, il a quand même fondé un parti politique qu'il a appelé Maspik. Je suis ravie de recevoir ce soir Cyril Kleczewski. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Comment vas-tu ? Super. Alors moi Cyril, je suis ravie de te recevoir ce soir pour que tu nous parles un petit peu de Maspik. Alors d'abord, si tu me permets, un tout petit tour d'horizon. En Israël depuis 25 ans, ingénieur en informatique et en électronique. Tu as travaillé pendant 24 ans chez Intel à Haïfa et aujourd'hui, tu fais avancer tes propres projets, dont celui de Maspik, qui est né donc suite aux élections à répétition qu'on a connues et qui a vocation à réunir tous ceux qui en ont ras-le-bol du système. Alors, Maspik, c'est quoi ? Comment ça a commencé ? Raconte-nous. Alors, Maspik, ça a commencé en fait à la base par une sorte de blague que j'ai postée sur Facebook. Ce qui s'est passé, c'est que suite à la première élection, je suis arrivé j'étais très étonné en fait. J'ai regardé le résultat des élections et je ne comprenais pas comment on pouvait arriver à une situation comme ça de blocage. Et notamment qu'à l'époque, Yamin Hadash, le parti de Bennett, n'avait pas dépassé le seuil d'éligibilité à cause de 1200 voix à peu près. Et je n'arrivais pas à comprendre comment c'était possible. Et donc, j'ai pris sur moi et j'ai été chercher la loi électorale, et je suis allé la lire. Je dois être un des rares à avoir lu cette loi. La loi. Et en la lisant, je suis arrivé à plusieurs conclusions. D'une part, ceux qui l'ont écrite sont des gens qui se prennent pour des personnes très intelligentes, mais en fait, elles ne le sont pas. Et donc, ils l'ont écrite de la manière la plus compliquée qui soit. Et en plus, il y a plusieurs problèmes gravissimes dans cette loi. Et donc, c'est parti par là, de ça. Et suite à la deuxième élection, quand ils n'arrivaient pas non plus à créer une coalition, j'ai posté un post sur Facebook en disant il faut qu'on crée un parti qui s'appelle Maspik et dont le but sera de régler la loi électorale pour empêcher ce genre de situation. Qu'est-ce qui t'a paru si aberrant dans cette loi électorale qui fait que tu es persuadé qu'on va continuer, encore si on ne la change pas, à être dans la même situation à chaque fois de blocage pour un ou deux mandats? Exactement. Alors déjà, il faut partir d'un point de vue historique. La loi, elle a pratiquement jamais changé. Le seul changement qui a été fait dans la loi, c'est le seuil d'éligibilité, qui a été augmenté de 1 siège à 4 sièges. D'accord. Pourquoi les hommes politiques ont fait ça ? Parce qu'ils ont dit qu'il y a trop de partis politiques en Israël. Ce qui est vrai. Ce qui est faux. C'est pas ça le problème. Ah. En fait, les hommes politiques ont dit ça parce qu'ils ne pouvaient pas dire la vraie raison. Le vrai problème, c'est pas qu'il y a trop de partis politiques. La vraie raison, c'est que les petits partis politiques ont trop de poids par rapport à leur taille. Et ça, ils ne peuvent pas le dire parce que dans chaque coalition, il y a toujours un petit parti. Donc, ils ne peuvent pas se les mettre à dos. Et donc, ils n'ont pas dit la vraie raison et ils ont réglé une fausse raison avec une fausse solution. Donc, la solution d'augmenter de 1 à 4 sièges, c'était pour réduire le nombre de partis. Ils ont causé plusieurs choses comme l'union des partis arabes ensemble. Mm-hmm. Mais le vrai problème de ça, c'est que dans la loi initiale, donc elle était à 1 siège, elle était prévue pour qu'un parti qui ne dépasse pas le seuil d'éligibilité, toutes les voix que ce parti reçoit soient jetées à la poubelle. En fait, ne soient pas du tout comptabilisées. Et quand c'était 1 siège, déjà, on ne peut pas avoir moins qu'un siège. C'était pas très grave. Mais quand, du coup, on est passé à 4 sièges, on arrive dans une situation où un parti, s'il frôle le seuil d'éligibilité à 4 sièges, en fait, il peut jeter 120 000 voix à la poubelle. Ce qui représente quand même une certaine représentation citoyenne. Énorme. Si on regarde, par exemple, le résultat de la première élection dont je parlais initialement, il n'y a eu que 92% des voix qui se sont portées sur des partis qui sont rentrés à la Knesset. Ça veut dire 8% des gens ont voté pour des partis réels. Ils n'ont pas voté blanc ou nul, ils ont voté vraiment pour des partis réels. Et 8% des gens ont voté pour rien. Leur voix a été jetée à la poubelle. Et 8%, à l'échelle de 120 députés de la Knesset, ça représente à peu près 10 sièges. Donc 10 sièges de vote ont été jetés à la poubelle. Et en fait, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. C'est que les voix sont jetées à la poubelle et du coup, ça peut complètement inverser le poids des blocs, ou ça peut nous conduire à une situation où on ne peut pas créer une coalition pour cette raison. Et donc, toi, à partir de là, tu t'es dit, donc, Maspik, ça suffit, il faut changer les choses.
donc je vais créer mon parti politique. C'est juste dans un pays où il y en a déjà beaucoup. Ok. Alors déjà, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens disent qu'il y a trop de partis. En fait, au début, j'ai dit que c'est pas vrai, c'est pas ça le problème, mais c'est vrai qu'il y a trop de partis parce que le problème des partis politiques, c'est toujours le même. C'est que les hommes politiques, ils divisent, c'est pour ça qu'on appelle ça parti, ils représentent une partie de la population, ils divisent pour mieux régner. Mais là, ils divisent tellement qu'ils n'arrivent même plus à régner. Donc c'est vraiment un problème. Mais toujours, on me dit, mais tu vas régler le problème en créant un nouveau parti. Oui, mais pourquoi? Parce que ce que nous créons, ce n'est pas un parti comme les autres du tout. Nous, donc on est arrivé à la conclusion que un des gros problèmes, c'est la division engendrée par les partis. Donc on crée un parti dont le but n'est pas de diviser, le contraire. Le but de Maspik, c'est de rassembler les gens. C'est ce qu'ils te disent tous. Non. La différence fondamentale entre ce que fait Maspik et ce que font tous les autres partis, c'est que les autres partis, déjà, ils représentent différemment les gens qui ont la carte du parti, les gens qui votent pour le parti et les autres. Donc il y a vraiment une division du peuple. D'accord. Nous, au niveau du parti, on veut faire un parti différent. Donc déjà, on ne veut pas qu'il y ait de carte du parti. Donc pas d'adhérents. On veut évidemment pouvoir recevoir des dons, mais on ne veut pas avoir des adhérents au parti parce qu'on ne veut pas représenter les adhérents de façon différente de tout autre citoyen. Et ceux qui votent pour nous aussi, on ne veut pas les représenter différemment de n'importe quel citoyen. On veut représenter l'ensemble de la population israélienne de la même façon, quelle que soit son origine. Comment tu arrives à ça? Alors, comment on arrive à ça, c'est intéressant. On arrive à ça en prenant la température de ce qu'il y a au niveau des citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la température? C'est de déterminer pour chaque sujet quelle est la volonté majoritaire au sein de la population. Donc, n'importe quel sujet, par exemple, le coût de la vie, comment on veut le résoudre, il y a plusieurs possibilités. On peut régler ça comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, chaque solution prise séparément, nous voulons qu'il y ait plus de 60% des gens qui sont pour cette solution. Que ce point dans le programme que nous allons réaliser soit de droite, de gauche, du centre, ou dans une autre échelle, juste améliorer la démocratie. Par exemple, changer la loi électorale. Donc vraiment, chaque point du programme que nous voulons porter à la Knesset, ça sera un point qu'une large majorité des citoyens israéliens, quelle que soit son origine, que ce soit des hommes, des femmes, des juifs, des arabes, n'importe qui, quelle que soit l'origine du citoyen, il a le même poids. Et donc le but, c'est d'avoir au moins 60% de soutien pour chaque point pris séparément. Et les points, ce n'est pas nous qui les apportons, ça ne vient pas de nous. Moi, personnellement, j'ai un point de vue, mais ce point de vue, je le mets complètement de côté. C'est vraiment une des choses différentes par rapport entre Maspik et les autres partis politiques, c'est qu'on veut que l'ego et le point de vue des hommes politiques que nous allons faire rentrer à la Knesset soient mis de côté. Ils sont là pour représenter l'ensemble de la population, y compris s'ils ne sont pas d'accord. D'accord, ça c'est parfait. Mais il faut quand même une idéologie. Il faut quand même faire avancer une vision. Il faut avoir une vision. Alors, la vision, c'est améliorer la démocratie. C'est ça la vision de Maspik. Ce n'est pas une vision de droite, de gauche, du centre. C'est vraiment améliorer la démocratie. Oui, mais on est dans un pays où effectivement, idéologiquement, il y a des sujets très importants. Tu parlais tout à l'heure des citoyens arabes, des citoyens chrétiens, des citoyens juifs. Il y a une certaine idéologie pour pouvoir faire vivre tout ce monde dans un pays à caractère juif. Alors l'idéologie, on la laisse justement aux autres partis politiques, aux vrais partis politiques, aux partis classiques. Donc toi, tu t'occupes du civil, entre guillemets. Non, nous nous occupons de tous les sujets, vraiment tous les sujets. Mais notre but, c'est de représenter les citoyens au sein de la Knesset et au sein de la coalition gouvernementale. C'est comme ça que nous voulons avoir un impact. Alors tout à l'heure, tu disais que le but, c'est de réunir sur telle ou telle solution, sur tel ou tel sujet, 60% au moins de personnes qui adhèrent à la solution. Exactement. Comment est-ce que tu arrives à ça? Comment est-ce que tu calcules ça? Comment est-ce que tu arrives à ça? Déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est difficile. Mais en fait, ce n'est pas difficile. Pourquoi ce n'est pas difficile? Malgré le fait qu'on dit 2 juifs, 3 avis, malgré ça, si on regarde au niveau de l'ensemble des sujets, il y a à peu près 80% des sujets sur lesquels plus de 60% des gens sont d'accord. Un exemple? Il y en a plein. Par exemple, combattre la cherté de la vie en Israël. Ça représente 100% des Israéliens. Ça, tout le monde. Tout le monde veut qu'on règle ce problème-là. Tout le monde. Ou combattre les monopoles. Tous les partis parlent de ça. Et malgré le fait que tous les partis parlent de ça, ils font rien contre ça. Pourquoi ils font rien? Parce qu'en fait, tous les monopoles, les taïkounim, comme on dit en hébreu,
Il les contrôle. Il les contrôle de manière occulte, il les finance. Direct ou indirect. Il leur signe des garanties bancaires. Ils sont derrière eux. Ils leur disent, voilà, on vous pousse à la Knesset, vous allez avoir votre ego soigné, vous allez avoir votre siège, mais vous faites ce qu'on vous demande. Si vous faites des choses contre nous, on ferme le robinet et vous ne réussirez plus à vous faire élire. Donc c'est ça le problème, c'est que tous les partis politiques, que ce soit de droite, de gauche, vraiment tous, ils sont tous à la botte des monopoles et c'est pour ça qu'ils font rien. Et si on regarde au niveau des monopoles, des tycoonim, etc., on a l'impression qu'ils ont fait deux choses depuis que je suis là en Israël. Il y a l'ouverture des cieux. Oui, du ciel, donc en fait, pour faire baisser les prix des billets d'avion. Exactement. Et la réforme des télécoms. Ça, c'était Israël Katz, je crois, qu'il avait fait. Oui. Et la réforme des télécoms. Des télécoms, c'était Carlon qui l'avait fait. Okay. Alors, si on prend ces deux choses-là, c'est très intéressant. L'ouverture des cieux, en fait, ils se sont attaqués à une seule société, qui est une société nationale, c'était El Al. Ouais. C'est tout ce qu'ils ont fait. Bah oui, c'était la seule société. C'est ça, mais ils ont fait que ça. Au niveau de l'ouverture des télécoms, on a l'impression que Carlon a fait des grandes choses, il s'attribue le mérite. Ouais, mais en tout cas, nos factures, elles ont baissé. C'est un fait. Elles ont baissé. Mais en réalité, Carlon, il n'a rien fait. Il n'a pas fait grand-chose dans cette histoire. Il s'attribue tout le mérite, mais celui qui a fait beaucoup dans cette histoire, c'est Michael Golan, ou Michael Bokobza quand il était en France. Qui a ramené Golan Telecom. Celui qui a créé Golan Telecom, c'est grâce à lui que ça s'est produit. Même lui, après, il a vendu à Cellcom, donc tu vois bien que... Oui, mais au début, il a quand même réussi à faire baisser nos factures, c'est une évidence. Et pourquoi ça s'est produit? C'est un coup de chance. C'est-à-dire que Carlon, il peut dire que c'est grâce à lui. Il a juste donné la possibilité à une nouvelle compagnie de rentrer sur le marché. Exactement. Il y a eu un appel d'offres. Il y a eu 3 sociétés qui étaient en liste pour l'appel d'offres. Il y a eu 2 sociétés avant Golan Telecom la première a gagné, n'a pas réussi à obtenir ses financements. Donc son offre est tombée. La deuxième, pareil, a eu une offre bien plus haute que Michael Golan et a pas eu son financement des banques. Et donc, Michael Golan, avec son offre beaucoup plus faible, a réussi à rentrer. Mais en réalité, il n'avait même pas besoin de ça. Parce que comment il a fait? Il a juste sous-loué les services de Cellcom. Oui. Donc, il n'avait même pas besoin de licence pour ouvrir une société comme ça. Et c'est ça qui s'est produit, en fait. Il n'a même pas déployé des antennes et en fait, ils lui ont tapé dessus pour ça. Mais en réalité, c'était très bien ce qu'il a fait, de sous-louer le réseau de Cellcom. Le réseau qui était déjà existant, il n'avait pas besoin de pour pas besoin d'investir. Et c'est pour ça aussi qu'il a été en mesure de nous proposer des tarifs et de faire baisser donc... mais c'est surtout une idéologie de sa part. Son but, c'était vraiment de réduire le coût des télécommunications. Et donc, le slogan « Arrêtez d'être Freirim », c'était vrai, c'était ce qu'il voulait. Il voulait que les gens arrêtent d'être des pigeons. Malheureusement, les Israéliens, c'est les rois. Même si ils passent leur temps à dire on veut pas être des pigeons. À grogner. Mais c'est les rois des pigeons. Vraiment, il y a pas, j'ai jamais vu un peuple aussi pigeon que le peuple israélien. C'est une catastrophe. Ils vont pas aimer. Ils vont pas aimer, mais c'est vrai. Alors, dans Maspik, vous avez fait une charte, des principes, mais j'ai envie de te demander, on va y venir, mais c'est ça que je cherchais ma question en même temps que je parlais, tu as vu. Je voulais te demander, quelle est la différence finalement entre toi et un lobby? Pourquoi ne pas plutôt créer un lobby, puisque vous n'avez pas vocation à fonctionner comme n'importe quel autre parti politique? Pourquoi ne pas t'installer en tant que Hamouta, en tant qu'association, et te poser en lobby? Alors déjà, c'est très intéressant comme question, et la réponse, elle est simple. C'est que les lobbies, ils existent. Il y a eu déjà un lobby qui s'est battu pour le changement de la loi électorale. Il a eu un impact? Rien du tout. Non. Il y a eu des lobbies dans tous les domaines, à part ceux qui sont à la botte justement des monopoles et des tycoons qui ont beaucoup d'argent pour imposer ce qu'ils veulent. Qui eux font leur lobby déjà. Exactement. À part cela, les lobbies qui viennent du peuple, ils n'ont aucun impact pour faire avancer les choses. Le seul impact qu'ils ont, c'est de réveiller les citoyens, de faire en sorte que les citoyens ils sachent qu'il y a un problème. Par exemple, la loi électorale, que c'est un problème, aujourd'hui personne ne le sait, personne n'en parle, les médias n'en parlent pas. Le fait qu'ils ont augmenté de 1 à 4 sièges, et que c'est ça qui a causé le problème. Parce qu'en réalité, s'ils avaient laissé un siège, on aurait eu une coalition stable il y a 3 ans déjà. Alors, pour la loi électorale, qu'est-ce que toi tu préconises comme solution finalement, et où tu dis qu'il y a 60% des gens, déjà comment tu sais, et qu'est-ce que tu préconises? Tu préconises par exemple une
un vote, une élection au suffrage direct pour le Premier ministre? Comment tu vois les choses? Alors déjà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce qu'on veut faire avec Maspeak, c'est de ne pas apporter des solutions. On ne veut pas dire, nous, on pensait ça et on le fait. Alors comment est-ce que tu sais la solution à proposer? Même si moins de 60% des gens veulent ça, on va le faire. Non, c'est pas ça. Nous, on veut proposer différentes possibilités et vérifier quelle est la possibilité qui reçoit le plus de soutien au sein de la population. Et bien sûr, plus de 60%. Maintenant, Tu le fais comment? Tu le fais avec des sondages? Alors, comment tu le fais? Oui. En fait, ça sera par étapes. La première étape, ça sera par l'intermédiaire des sondages. Évidemment, ça coûte de l'argent, mais ça coûte beaucoup moins cher que de faire un référendum à l'échelle du pays. D'accord. Donc oui, ça sera au travers de sondages. Et des sondages, souvent on me pose la question, les sondages, les trucs, etc. C'est vrai. Malheureusement, les médias, les hommes politiques, etc., ils truquent les sondages. Il n'y a aucun intérêt à truquer le sondage. Exactement, puisque nous, notre objectif, c'est justement de savoir ce que les citoyens veulent. Donc on ne va pas le truquer. C'est pas parce que beaucoup de gens truquent les sondages qu'on est obligé de les truquer. Et on peut faire des sondages de manière honnête. Bien sûr. Et donc c'est ça qu'on veut faire. On veut faire des sondages de manière honnête et agir en fonction du résultat honnête des sondages. Maintenant, au niveau de la solution. Moi, j'ai une solution préférée. Mais encore une fois, moi, je suis un citoyen, j'ai une voix. Maintenant, s'il n'y a que 10% des citoyens qui veulent ma solution, alors on ne la fera pas. S'il y a plus de 60% des gens qui veulent ma solution, alors peut-être qu'on la fera s'il n'y a pas une solution avec plus de soutien. Alors par exemple, ce que je préfère comme solution, c'est déjà, pour trouver une solution, il faut définir quels sont les problèmes. J'ai dit un problème tout à l'heure, c'est les voix qui sont en dessous, des partis qui sont en dessous du seuil de 4 et qui sont jetés à la poubelle. Ouais. Ça, pour régler ce problème, c'est très simple. Il y a un mot dans la loi qui dit que le partage, il y a un concept de eskem odafim, un accord de répartition un accord de surplus, en fait. S'il y a un parti qui a, par exemple, 2,5 mandats et un autre qui en a 3,5, enfin 4,5, donc celui qui en a les 0,5, il va les transmettre. Voilà. Donc ça, c'est des accords entre partis internes. C'est toujours un accord entre deux partis. Entre deux partis. Et évidemment, ce problème, c'est que c'est uniquement au-dessus du seuil d'éligibilité. Bien sûr. Donc tu as donné l'exemple de 2,5. De 2,5, oui, bien sûr. Non. 4,5, par exemple, les 0,5 qui sont transmis à un autre parti qui a 4,7. D'accord. Il aura 5,2 et donc il aura un siège de plus. Oui. Ça, c'est bien. C'est bien, mais ça ne marche pas toujours. Parce que, par exemple, si le premier il a 4,3 et l'autre il a 4,5, 0,3 plus 0,5. Et ce qui est rigolo, ce qu'on a pu voir dans les dernières élections, c'est qu'effectivement, les accords de surplus comme ça, ils peuvent être entre je sais pas moi, entre Otzma Yehudit et les Arabes. Ça n'a aucun rapport avec le. A priori, non. Entre Otzma Yehudit et les Arabes, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ça n'a aucun rapport avec l'idéologie droite, gauche, le gauche. Normalement, si. Normalement, oui, mais bon, c'est possible qu'ils fassent des accords bizarres. Oui. En tout cas, ce qu'il faut changer dans la loi demain, c'est que le transfert de voix soit possible, y compris quand on ne dépasse pas le seuil d'éligibilité. Déjà, c'est la première chose à faire. C'est la loi actuelle, on change ça, un mot dans la loi, on le retire, et du coup, le transfert des voix peut se faire, y compris quand un parti ne dépasse pas le seuil. Déjà, ça règle un gros problème. Mais à quoi ça sert? Par exemple, si lors de la première élection, Yamin al-Khadash ne dépassait pas le seuil d'éligibilité, avait 3,9 sièges, et avait un accord de transfert de voix, par exemple, avec le Likoud recevait 3,9 sièges en plus, donc il avait au moins 3 sièges de plus. Donc voire 4. C'est tous les sièges que tu lui transfères. Oui, c'est transféré. Donc transférer tous les sièges. Quand c'est en dessous, c'est tous les sièges. D'accord, j'ai compris. C'est ça, Odafim par rapport à 0. Donc 3,9. Donc déjà, ça règle une grosse partie du problème. Mais ce n'est pas suffisant. La loi, il y a un gros problème. Ce que je disais, c'est que les petits partis, ils ont trop de poids par rapport à leur taille. Et ça vient de quoi? Ça vient du mode de scrutin, à la proportionnelle intégrale. Et par exemple, si on regarde ce qui s'est passé en France, lors de la 4e République, ils avaient un mode de scrutin comme ça, exactement, à la proportionnelle intégrale. Et une des raisons fondamentales pourquoi ils sont passés à la 5e, c'est pour changer ce mode électoral. Le problème de ce mode électoral, c'est que ça paraît le mode le plus démocratique qui soit. Chaque parti reçoit un nombre de sièges en fonction du pourcentage de voix qu'il reçoit. C'est vrai, ça paraît démocratique. Le problème, c'est que dans des situations comme on voit en Israël, avec deux blocs qui sont à peu près égaux, dès qu'un petit parti dépasse le seuil d'éligibilité, il se retrouve dans une situation où il est le maître, comment on dit, celui qui fait le roi, le faiseur de roi. Et donc ce faiseur de roi, étant donné qu'il est faiseur de roi, il peut faire du chantage
à la coalition. C'est ce qui se passe en permanence. Et c'est ce qui se passe en permanence, mais on a vu ça avec Bennett qui a réussi à devenir Premier ministre. Avec 5 mandats, avec 7 mandats six au sièges, départ. 6 sièges, 7 moins 1 parce que Oui, Chikli Chikli n'a pas participé, donc 6. Donc 5% des voix, il est devenu Premier ministre. Ou par exemple, Ram, avec 4 sièges, a réussi à obtenir des dizaines de milliards de shekels. Parce que c'était grâce à lui que la coalition pouvait exister. N'existait pas, en fait. Donc il faut régler ce problème-là. Comment on règle ce problème? Le problème, donc, c'est que les partis, avec un petit nombre de députés, ont un trop gros pouvoir. Donc il faut soit réduire leur poids, soit augmenter le poids des gros partis. Donc moi, ma solution préférée, c'est de faire en sorte que le premier siège de chaque parti, il est le plus difficile à obtenir. Le deuxième, plus facile que le premier, le troisième, plus facile que le deuxième, et ainsi de suite. En fait, le but, c'est de rééquilibrer la balance. Aujourd'hui, les petits partis, ils ont plus de poids. Donc, le but, c'est de faire en sorte que les gros partis, ils aient plus de poids. Donc, en faisant comme ça, chaque siège, le suivant, il est plus facile à obtenir que le précédent. C'est-à-dire qu'il y a besoin de moins de votes pour obtenir le mandat le fur et à siège mesure. suivant. Ok. De moins en moins. Okay. Et si on fait ça de façon intelligente, un parti, par exemple, qui obtiendrait demain 30 sièges avec la loi actuelle, pourrait, par exemple, obtenir 40 sièges avec un changement de la loi. Pourquoi c'est bien? Parce que le problème qu'il y a dans le poids des petits partis, c'est qu'ils sont obligés de faire partie de la coalition. Donc, ils sont en situation où ils peuvent demander ce qu'ils veulent pour pouvoir entrer. C'est quoi le problème? C'est le problème de manque de concurrence. En fait, il y a un parti, il est obligé d'être dedans, il fait ce qu'il veut, il demande ce qu'il veut et il obtient ce qu'il veut. Et donc, comme il est le 61e mandat, donc le but, c'est d'arriver. Il obtient ce qu'il veut. Exactement. Et donc, le but, c'est d'arriver dans une situation où il y a encore des petits partis qui sont obligés de faire partie de la coalition, mais il y a une concurrence entre les différents partis pour pouvoir rentrer dans cette coalition. Et cette concurrence, qu'est-ce qu'elle génère? Elle génère une baisse du prix de chaque parti. Chaque parti va se battre pour baisser son prix, pour être plus intéressant que l'autre parti pour entrer dans la coalition. Une concurrence, un marché ultra-libéral des voix. Exactement. C'est le même principe. C'est le même principe que pour réduire le coût de la vie. Le coût de la vie. Donc toi, alors on revient sur le coût de la vie, justement. Pour le coût de la vie, il y a aujourd'hui, bien sûr, c'est vraiment un réel problème. Tu disais tout à l'heure que Maspik n'était pas ni à droite ni à gauche, mais il y a quand même deux politiques qui, depuis tout le temps, s'affrontent. C'est une politique ultralibérale où, effectivement, il faut un marché ultra-concurrentiel pour baisser le prix des produits et donc augmenter le pouvoir d'achat. Ou alors une politique de gauche, plus socialiste, plus interventionniste, où c'est l'État qui va réguler, subventionner et intervenir. Donc Maspik, il se situe où là-dedans? Déjà, comme je l'ai dit, Maspik, il n'a pas une idéologie. C'est pour ça que je te demande. Maintenant, il faut savoir ce que les citoyens veulent. Ah oui. Alors, qu'est-ce que veulent les citoyens? À ce niveau-là, la vision, elle est très claire. Les citoyens, ce qu'ils veulent, ils veulent plus de concurrence. Ils veulent qu'on se batte contre les monopoles. Ils veulent que les monopoles arrêtent d'être dans des situations où ils peuvent définir le prix qu'ils veulent et on est obligé de payer ça. Ils veulent libéraliser les importations. Donc, ils veulent plus des choses qui sont de droite. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des sondages? Vous avez déjà lancé des sondages? Comment est-ce On n'a pas encore fait ça. D'accord. Mais on s'est basé sur différents sondages qui ont déjà été réalisés par des gens honnêtes, pas par des gens qui ont voulu manipuler les sondages. Donc, par rapport à ce que je disais, c'est évident. Aujourd'hui, les Israéliens, ils veulent vraiment qu'il y ait de la concurrence sur le marché, et c'est ça qui manque. C'est évident que c'est le problème. La bureaucratie, les importations limitées, le fait qu'il n'y a pas de concurrence, le fait qu'il y a des ententes entre les monopoles, comme il y a eu il y a quelques mois des disputes à la Knesset par rapport à tous les propriétaires de supermarchés qui clairement s'entendaient. Oui. Ou d'autres choses de ce domaine-là. C'est vraiment améliorer la concurrence. Et la concurrence, si on l'améliore, si on augmente c'est toujours le principe de l'offre et de la demande. S'il y a plus de demandes, alors, et l'offre elle n'est pas augmentée, alors ça augmente les prix. Mais si on augmente l'offre, alors ça fait baisser les prix, de manière naturelle. Et par exemple, donc on disait tout à l'heure les différents principes de Maspik. Si tu veux bien, tu vas nous donner les grandes lignes de ton parti, parce que, alors, il faut dire que pour créer un parti politique en Israël, il faut 100 signatures citoyennes, et que vous les avez obtenues il n'y a pas longtemps. Donc, vous êtes vraiment aujourd'hui
officiellement un parti politique. Nous ne sommes pas encore officiellement un parti politique, mais nous sommes capables de créer un parti politique. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que vous passiez au parti politique? Le problème de la création du parti politique, d'une part, c'est compliqué. Bien sûr, on est en Israël, la bureaucratie est compliquée. Donc, il faut obtenir au moins 100 signatures et c'est conseillé d'avoir au moins 120. Les 100 personnes qui sont prêtes à signer, on les a. D'accord. Maintenant, ces 100 personnes doivent signer devant un avocat qui atteste que ces personnes ont signé et en plus qui fournissent un document qui prouve qu'ils sont citoyens israéliens. D'accord. La Théoudat Zéhout, ce n'est pas suffisant. Ah oui, on peut avoir une Théoudat Zéhout et vivre à l'étranger. Ça, c'est pas grave. Alors, c'est quoi pour être citoyen israélien? C'est vraiment prouver qu'on est citoyen israélien. Qu'on a déjà vécu? Qu'on a déjà voté? La Théoudat Zéhout, ça devrait être suffisant. Oui. Mais comme ils cherchent à nous compliquer la vie, alors ils demandent une attestation du ministère de l'Intérieur. Comme quoi on est citoyen israélien. D'accord. Et et en plus, ça coûte 90 shekels par personne. Ah oui. Donc, et c'est un processus, ça prend du temps, etc. Donc il y a ce problème-là. En plus, il y a besoin d'investir 35 000 shekels pour payer ce qu'ils appellent le Pirsum, la publication. La publication au journal officiel, l'équivalent. Oui, il n'y a pas de journal officiel, mais c'est l'équivalent. C'est une bonne idée de créer un journal officiel en Israël pour éviter ce genre c'est dérive. C'est idiot de devoir payer 35 000 shekels pour diffuser la création d'un parti. Et il y a différentes choses. En total, ça représente au moins 60 000 shekels de créer un parti politique. Il y a un autre problème. C'est que la loi définit qu'un parti doit être existant 90 jours avant l'élection. Donc de toute façon, pour l'élection du 1er novembre, c'est mort. C'est pas encore mort. Ah. Parce oui, ça dépend quand est-ce que ça va être diffusé, mais disons que c'est mort. C'est mort par rapport à toutes les démarches que tu as à faire. C'est ça. C'est très difficile. Oui, c'est sûr que c'est très difficile en termes de temps. C'est dans 3 mois maintenant. C'est dans quasi 90 jours. C'est ça. Ouais. C'est dans 3 mois. Donc en fait, c'est illogique. Pourquoi c'est illogique? Parce que le moment où le parti doit être existant, le moment où on présente la liste, c'est pas le même moment. D'accord. On peut présenter la liste jusqu'au 15 septembre, mais il faut être existant 3 mois avant. Avant le 15 septembre ou avant le 1er novembre? Non, il faut être existant avant le 1er novembre. Avant le 1er novembre, 3 mois avant. C'est-à-dire au plus tard, début août. D'accord. Et quelle est la logique que le parti existe le 1er août si on peut présenter la liste jusqu'au 15 septembre? Il y a 1 mois et demi de plus qui devrait être mis à profit pour ça. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas encore un parti existant, mais nous avons différents contacts avec des partis existants parce que, comme on a dit, j'allais te le demander. On a dit tout à l'heure, 2 juifs, 3 avis. Ouais. Donc le nombre d'Israéliens qu'il y a aujourd'hui, il y a 180 partis existants en Israël. Sur les 180, il y a plus de 100 qui ne concourent pas aux prochaines élections. Donc un parti comme ça peut nous servir de squelette. Donc vous pouvez l'intégrer et à ce moment-là, être prêt à vous présenter, c'est-à-dire que vous changez, vous intégrez un parti qui accepte vos principes fondateurs. On prend le parti comme il est, comme une sorte de squelette, et on change tous les organes. D'accord. Et on concourt à la Knesset, et ça, on peut le faire jusqu'au 15 septembre, puisqu'on peut présenter la liste le 15 septembre. D'accord, donc ça c'est intéressant, ça vous permettrait déjà d'essayer d'être présent. C'est ça. Les principes, on va y aller, parce que depuis tout à l'heure j'en parle et on n'avance pas là-dessus. Donc, l'autodétermination, donc l'État juif, démocratique, liberté, égalité, j'ai envie de dire fraternité, mais non, justice plutôt. Fraternité, justice sociale. C'est le suivant. C'est le suivant, oui, exact. Oui, justice, égalité, on parle d'égalité de chance, égalité en droit civil, pas en droit nationaux, évidemment, puisque par État juif, on parle d'État du peuple juif. Justement, c'est pour ça qu'à un moment donné, il va bien falloir que tu te situes sur cet échiquier politique. Par rapport à ça, on est sioniste. Sioniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est pour un État juif. Et ça veut dire quoi? Un État du peuple juif. Ça ne veut pas dire un État, évidemment, halachique. Alors, est-ce que ça veut dire un État, comme on appelle en hébreu, Medinat Kol Ezrachea, un État pour tous ses citoyens? Ou est-ce que tu fais des différences quand même entre les ça, c'est la vision de Meretz. Et Meretz, son but, c'est vraiment que tous les citoyens soient égaux aussi bien en termes de droits nationaux. Mais en termes de devoirs? Pas vraiment. Pas vraiment. Pour ça. Alors, mais en termes de droits nationaux, ils veulent que tout le monde soit pareil. Et ce n'est pas le cas. L'État d'Israël a une vocation d'être l'État du peuple juif. Il n'y a pas de question là-dessus. La grosse majorité des citoyens en Israël, évidemment juifs, veulent que l'État reste un État juif, y compris ceux qui ne sont pas du tout religieux. Et ceux qui sont même anti-religieux. Ils veulent que ça soit l'État du peuple juif.
Donc ça, il n'y a pas de question. Ça représente plus de 60% des gens qui veulent que l'État soit l'État. Donc liberté, égalité et justice entre tous les citoyens, en gros juifs. Ensuite, non, liberté, égalité, justice entre tous les citoyens. Pour tout le monde, mais en termes de droits civils. En termes de droits civils. Nationaux, c'est que le peuple juif. Nationaux, c'est les juifs. Foi et fraternité, donc mettre fin. Alors, ça, c'est très intéressant. Mettre fin aux différences, aux divisions entre les différents secteurs. Donc, toujours à l'intérieur de la population juive. Non. Non. Alors pourquoi on a parlé de ce principe-là de foi? La foi, en fait, c'est à la différence de la religion partage, génère des divisions. La foi, elle unit. Et la grosse majorité des citoyens, y compris les musulmans et les chrétiens, croient en Dieu. Il y a plus de 80% des citoyens israéliens qui croient que Dieu existe. Donc ça rassemble. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne représente que ceux qui croient. Notre but avec ce principe-là, c'est de créer une discussion, constructive. Une discussion constructive entre la religion et l'État. Faire en sorte qu'au lieu de se battre, ils travaillent de concert. Ensemble. Parce qu'il y a même pas beaucoup, il y a quelques points sur lesquels ils s'écharpent. Les autobus le Shabbat, le mariage civil, etc. Mais pour moi, tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'on monte en épingle, qu'on met en exergue pour créer des divisions. Pour diviser. Mais alors en réalité, si on s'assoit autour du table, on réfléchit tous ensemble, on va trouver une solution. Et on trouve des solutions. La coalition la plus large possible, justement, tu disais tout à l'heure, pour mettre fin au chantage des petits partis. Donc toi, tu vois de quoi? De l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche? Alors, avec les Arabes, sans les Arabes, raconte-nous comment tu imagines une coalition la plus large possible. Toujours, c'est le critère de base, c'est sioniste. Donc on est prêt à s'asseoir dans une coalition avec n'importe quel parti qui est sioniste, qui veut que l'État d'Israël soit l'État du peuple juif. Donc c'est tout. Meretz pour toi? Meretz, ils sont à la limite. Pour moi, ils sont post-sionistes. Ils sont à la limite. Il faut qu'ils mettent de l'ordre dans leur tablette. Aujourd'hui, ils se disent sionistes. Ils font partie du congrès sioniste, mais ils sont à la limite du sionisme. Donc Meretz, c'est un problème. Les partis arabes, moi je rêve qu'il y ait un parti arabe qui est pour que l'État d'Israël soit l'État du peuple juif. Donc il y a des députés arabes qui font partie qui sont à l'intérieur de partis sionistes et qui essayent qui ont de fait accepté le caractère juif de l'État d'Israël. C'est vrai. Mais moi je rêve d'un parti arabe sioniste, parce que le problème de la situation actuelle, c'est que les partis arabes existants, ils sont anti-sionistes. Ils se battent contre l'État d'Israël. Et à part Ram, qui a réussi à obtenir des dizaines de milliards de shekels, jusqu'à maintenant, ils se battaient toujours contre, au lieu de chercher à trouver des solutions pour améliorer les choses. Donc, que Ram a obtenu des dizaines de milliards de shekels, dans un sens, c'est quand même un point positif, même si c'est trop. C'est exagéré du fait de son poids. Mais c'est un point positif parce qu'il n'y a aucune raison que les villes arabes soient... Que le secteur arabe soit moins... moins d'infrastructures et soit moins développé. Okay. Donc ça c'est pas normal. Maintenant, pourquoi un parti arabe sioniste, ça serait génial? Parce que les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui comme choix? Ils ont soit le choix de voter pour un parti, entre guillemets, juif, où il y a des Arabes, qui n'ont aucun poids là-bas, ou de voter pour des partis arabes qui font du mal à cette population parce qu'ils se battent contre le pays. Donc la vraie solution, ça serait d'avoir un parti arabe qui les représente mieux, qui s'associe à une coalition comme ça. Alors toi, tu vis à Haïfa, par exemple. Je vivais. Ah, tu vivais à Haïfa, tu ne vis plus à Haïfa. Voilà. Non, mais Haïfa, par exemple, c'est une ville où ils vivent des Juifs et des Arabes ensemble. On peut imaginer en bonne cohésion, en bonne entente. Pourquoi est-ce que les Juifs, les Arabes israéliens aujourd'hui, pour toi, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas, ils ne créent pas parce qu'on peut imaginer que ces Arabes-là, qui vivent bien à Haïfa, soient sionistes. Alors pourquoi? Pour des raisons de mauvaise éducation en réalité. On leur apprend à se battre contre le pays dans lequel ils vivent et dont ils profitent. Et ça, c'est pas bien. C'est un problème de hasbara, d'explication. Pourtant les Arabes, les enfants arabes à Haïfa, ils vont dans les mêmes écoles que les enfants juifs, non? Pas vraiment. Ah, pas vraiment. D'accord, c'est des écoles plutôt séparées. Il y a quelques Arabes qui sont effectivement dans des écoles juives, mais c'est pas du tout la majorité. Okay. Donc ma fille, par exemple, elle a eu quelques Arabes dans ces écoles où elle a été, mais c'est vraiment pas beaucoup. Maintenant, le problème de ça, c'est que vraiment ils se battent alors que c'est contre-productif.
c'est complètement contre-productif de Bah se oui, battre. mais sinon ce serait la paix depuis longtemps si effectivement ça se passait comme tu. Et en fait, quand on leur explique la situation, une bonne partie comprend qu'ils devraient aller avec le courant, à créer un parti comme ça. Mais il y a plusieurs raisons. Il y a le problème de l'éducation, mais il y a aussi le problème qu'ils ont peur. Dès qu'il y a un arabe qui se dresse et qui dit « moi je veux qu'Israël soit un État juif », il subit des menaces de mort, etc. Bah, il y a Youssef Haddad, Youssef Haddad, qui est cet arabe sioniste, qui se dit sioniste, qui a grandi à Nazareth, je crois. Et voilà, c'est peut-être ton espoir de créer un parti arabe israélien. Alors, pour ce qui est de Youssef Haddad, je suis complètement d'accord avec toi. C'est la personne idéale pour ça. D'ailleurs, nous l'avons contacté, nous lui avons parlé. Il a été convaincu de l'approche et il veut savoir comment les choses avancent. Moi, mon rêve, ce serait qu'il crée un parti arabe sioniste. Mais sinon, qu'il s'associe avec Maspik. Aujourd'hui, il veut ni l'un ni l'autre. D'accord. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il a plutôt comme ambition d'intégrer un parti déjà existant. Un parti, non, pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, il ne veut pas toucher à la politique. D'accord. Et en fait, c'est ce genre de personnes que nous voulons. Pour l'instant, lui, il fait de la hasbara à l'extérieur. C'est ça. Nous voulons ce genre de personnes, en fait. Nous voulons des personnes qui veulent pas faire de la politique. Si vous arrivez à le convaincre de vous rejoindre, ce serait vraiment un vrai point positif parce qu'il commence à avoir du poids, en tout cas médiatique. Remettre le peuple au centre des décisions en respectant sa volonté. Donc, comment tu fais ça? Le sondage, les référendums. Est-ce que, pour toi, le référendum, ça peut être un outil qui, aujourd'hui, n'est quasiment... C'est jamais utilisé en Israël, alors qu'il y a des décisions qui sont prises pour lesquelles on pourrait faire appel au peuple. Si je ne me trompe pas, dans la loi actuelle en Israël, il y a un cas où on est obligé de faire un référendum, c'est si on donne des territoires. D'accord. Aujourd'hui. Et c'est une loi qui a été modifiée il n'y a pas très longtemps. C'est le seul cas. Moi, je suis tout à fait pour le référendum, mais évidemment pas de façon récurrente. Alors, comment ça pourrait se passer? Ce serait un référendum d'initiative citoyenne, par exemple? Il faudrait tant de personnes pour lancer un référendum sur tel ou tel sujet? Comment est-ce que tu vois ça? Moi, j'ai une vision à long terme. La vision à long terme, c'est vraiment de changer le mode démocratique complètement. C'est comme ça que je vois les choses. Encore une fois, c'est ce que je pense. Oui. Mais si une majorité des gens ne sont pas d'accord avec moi, on ne le fera pas. Mais moi, je vois ça comme ça. Je vois un système où on supprime complètement les élections. Comment on les supprime? En fait, c'est pas qu'on les supprime, c'est qu'on les rend constantes. Comment on fait ça? On utilise un système qui nous permet à tout moment, après avoir donné notre voix, de la reprendre et de la donner à quelqu'un d'autre, à tout moment. Ça existe en Suisse. En Suisse, il y a un système qui permet de voter... en permanence. Ils font des votes permanents par correspondance. Ce que je dis, c'est encore plus poussé. C'est en fait le problème de la démocratie du monde entier, à part peut-être en Suisse, c'est qu'on vote pour des gens, au lieu de voter pour des actes. Ces gens nous disent ce qu'on veut entendre avant les élections, et le lendemain des élections, ils font autre chose. Oui. Ou le contraire. Ah oui. Et c'est le cas dans toutes les démocraties du monde, pratiquement. Et c'est un gros problème. En fait, ils nous disent ce qu'on veut entendre. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent notre voix et après ils nous disent reviens nous voir aux prochaines élections. Dans 5 ans, on te reparle. Et tu ne seras pas content d'ici là. Ouais. Pourquoi faire ça a posteriori et en réaction? La meilleure solution, elle est comme ça, de mon point de vue. C'est que quand on donne sa voix à quelqu'un, cette personne bénéficie de cette voix jusqu'à ce qu'on la lui reprend, ce qu'on décide de la reprendre. Donc, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme politique qui obtient ma voix, il est obligé, dans un certain sens, de respecter pourquoi je lui ai donné ma voix. Et s'il ne le fait pas, demain, je reprends ma voix. Par exemple, je vais donner un exemple, Sharon. Sharon, beaucoup de gens l'ont élu pour ne pas sortir de Gaza, du Gush Katif, et après, il est sorti. C'est un gros problème, parce que les gens lui ont donné une voix pour un certain acte, et il a fait le contraire. Donc le but, c'est dans un cas pareil, il veut sortir du Gush Katif, les gens ne sont pas d'accord, ils reprennent leur voix, ils la donnent à quelqu'un d'autre qui ne veut pas sortir du Gush Katif. Et donc de cette manière-là, on assainit la vie politique. On oblige les hommes politiques à respecter leurs paroles. À respecter leurs promesses. Bon. Le mode de scrutin. Alors la stabilité politique en changeant le mode de scrutin, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, toi, tu penses que par rapport à ça, on pourrait arriver à plus de stabilité? Bien sûr. En changeant le mode de scrutin. Puisque une fois qu'on a une vraie
une vraie coalition avec une vraie majorité, on est parti pour 4 ans. Voilà. Sans compter les égos des uns et des autres. Déjà, même sans changer le mode de scrutin, il suffit que Maspik rentre à la Knesset pour stabiliser la coalition. Parce qu'on est un organisme, un parti, qui s'associe avec n'importe quelle coalition. Donc, par exemple, Maspik obtient 5 sièges, donc la coalition n'a plus besoin que de rassembler 56 sièges. Donc c'est plus facile. Et en plus, on s'associe à ça. Et en fait, aucune coalition ne peut s'opposer à ce qu'on s'associe à elle. Pourquoi ? Mais tu feras ton chantage, à ton tour. Dans un sens, oui. Dans un sens, c'est intéressant la question que tu poses. Mais ce n'est pas un chantage pour une portion de la population. Le chantage, entre guillemets, c'est pour faire en sorte que la coalition respecte la volonté des citoyens. Donc, on ne cherche pas à obtenir quelque chose pour nous ou pour nos électeurs, on cherche à obtenir quelque chose pour l'ensemble des citoyens. J'ai compris. Très bien. Et puis, enfin, dernier principe fondateur sur lequel vous avez réfléchi, une constitution. L'élaboration d'une constitution. Pareil, pourquoi est-ce que, d'après toi, ça n'a toujours pas été fait ? Comment est-ce qu'on peut y arriver ? Alors, le problème de la constitution en Israël, c'est que, malheureusement, beaucoup de gens en parlent, mais personne n'arrive à le faire. Pourquoi ils n'arrivent pas à le faire ? Pour différentes raisons, mais essentiellement de politique politicienne. Et aussi, ils se sont contentés de ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire les lois fondamentales. Les lois fondamentales à portée constitutionnelle. En fait, quand on prend toutes les lois fondamentales qui ont été votées, si on les met ensemble, c'est une sorte de mini-constitution dont il manque des parties. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est déjà rassembler toutes les lois fondamentales et rajouter les parties qui manquent. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été voté ? Pour différentes raisons. Par exemple, les ultra-orthodoxes pensent que la constitution d'Israël, c'est la Torah, donc ils ne veulent pas une autre constitution. Mais, encore une fois, c'est un faux problème. Il faut leur expliquer que le but, c'est d'assainir le mode de fonctionnement du pays, de régler comment les choses fonctionnent. Par exemple, par manque de constitution, on arrive dans des situations illogiques. Par exemple, la Cour suprême s'est arrogé le droit d'annuler des lois votées par la Knesset. Pourquoi ? Uniquement parce qu'ils ont décidé. Et en fait, pourquoi ils peuvent le faire ? Parce qu'il n'y a pas de constitution qui empêche ça. Le fait qu'il y ait un organisme qui puisse annuler des lois, c'est intelligent. Par exemple, en France, ça existe, ça s'appelle la Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, excuse-moi, le Conseil constitutionnel. Mais effectivement, ça discute pas d'annuler ou de pas annuler une loi parce que ça lui plaît, ça discute juste par rapport à la Constitution existante, est-ce que cette loi est constitutionnelle ou pas ? C'est ça. Et aujourd'hui, ce qu'on a au niveau de la Cour suprême, c'est qu'il y a beaucoup de politique. Et le juridique devrait être déconnecté de la politique. Et c'est ça le problème. C'est un organisme politique qui annule des choses ou qui prend des décisions pour des raisons politiques. Donc le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique ne sont pas... le pouvoir exécutif, pardon, merci. Le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne sont plus séparés. Et le pouvoir législatif non plus. Les limites sont brouillées. En fait, les trois pouvoirs sont complètement connectés. Par exemple, le pouvoir exécutif et législatif, ils sont connectés. Pourquoi ? Parce que, en général, les ministres sont aussi députés. Et ça, c'est complètement pas anormal. D'accord, il y a une loi qui permet à un député de démissionner pour être ministre. La loi norvégienne. Et la loi norvégienne, mais c'est pas obligatoire. Ça devrait être obligatoire. Il n'y a pas de raison qu'un ministre soit aussi député. Parce qu'il faut vraiment séparer ces deux pouvoirs. Ouais. Et donc, tout ça vient du fait qu'on fonctionne à l'israélienne. Un peu à l'arrache, comme ça. Un peu comme on peut. Et du coup, on ne fait pas les choses de manière... Tant que ça tient. Exactement. Tant que ça tient, ça tient. Alors, si demain, Maspik intègre, comme tu disais tout à l'heure, un parti qui existe déjà pour pouvoir se présenter aux prochaines élections de manière plus rapide et plus facile, si tu es élu député, tu vas être happé par ce système. Comment est-ce que tu peux, de l'intérieur, changer les choses ? Puisque toi, tu vas venir dans ton parti, tu vas avoir quoi ? 4 mandats maximum ? Alors, en fait, moi, je suis ingénieur. Donc, c'est quoi le but d'un ingénieur ? C'est de trouver des solutions aux problèmes. Ça, c'est un bon ingénieur. Toujours, je dis, le mauvais ingénieur, c'est le contraire. Il trouve des problèmes aux solutions. Et donc, l'ingénieur, il doit trouver des solutions aux problèmes. Le problème de ça, c'est effectivement quand on rentre à la Knesset, quand on fait partie d'un parti classique. Parce que j'imagine que tous ceux qui veulent se lancer, qui se lancent en politique, qui veulent, au départ, ils ont la volonté de changer les choses. En un sens, oui, mais ils ont surtout beaucoup d'ego et ils cherchent plus à se placer au centre qu'autre chose.
Si on regarde les hommes politiques en général, les hommes politiques, ils cherchent à se placer. Et tu m'as posé la question si moi je suis député, mais aujourd'hui je sais pas si je serai sur la liste de Maspic. C'est pas parce que je crée Maspic que je vais être sur la liste de Maspic. Comme j'ai expliqué, le principe c'est vraiment de mettre son ego de côté. Moi je sais pas. Je sais pas si je veux en plus être député pour Maspic. Ce que je veux, c'est que Maspic rentre à la Knesset. C'est ça qui est important. Et donc, si c'est intéressant que je fasse partie de la liste, alors je ferai partie de la liste et je rentrerai à la Knesset. Mais s'il y a d'autres candidats pour faire partie de la liste qui sont mieux, par exemple, qui sont plus connus, par exemple Myriam Peretz, on arrive à la convaincre. On lui a parlé, elle est convaincue, mais elle ne veut pas toucher à la politique, encore une fois. Bon, ça, elle ne veut pas toucher à la politique, elle était candidate pour être présidente. Oui, mais pour elle, c'est un truc d'honneur. C'est un rôle qui n'est pas politique. D'accord. Même si c'est politique, hein, mais beaucoup moins que la Knesset. Elle l'a appris à ses dépens, parce que le choix de Herzog était totalement politique. Complètement. Oui. Et aussi, elle a appris à ses dépens que les hommes politiques sont des menteurs patentés. Et face à elle, il y a presque la moitié des députés qui lui ont dit un par un qu'ils allaient voter pour elle. Il y a au moins un tiers de ceux-là qui n'ont pas voté pour elle au final. Donc, elle, Myriam Peretz, c'est vraiment la personne idéale pour nous. C'est une personne qui ne veut pas toucher à la politique. Et donc, elle ne peut pas rentrer dans un parti existant, parce que tous les partis existants fonctionnent de la même façon, salissent ses membres et leurs membres, etc. Et elle pourrait rentrer dans Maspic en sachant qu'elle ne se salira pas dans Maspic. Alors pourquoi je disais, je suis ingénieur et je trouve une solution, le principe il est comme ça, c'est que par rapport, en fait il y a un problème, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les petits partis ont trop de poids. Donc ce petit parti, Maspic, même s'il n'y a que 4, 5, 6 sièges, il pourra se retrouver dans une situation où il est obligé de faire partie de la coalition. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un parti qui fonctionne différemment et qui ne cherche pas les intérêts des gens qui rentrent à la Knesset, on ne demandera pas de siège de ministre, on ne demandera pas évidemment d'être Premier ministre, on ne cherchera pas des honneurs. Notre but, c'est de faire avancer la volonté des citoyens. Donc quiconque se met en travers de ça, il se colle sur le front un autocollant « Je ne suis pas démocrate ». Et les hommes politiques, même si beaucoup ne sont pas vraiment démocrates, ils ne veulent pas que ça soit clair. Ils ne veulent pas que ça soit visible. Donc, quiconque se mettra en travers de ça, il annoncera à tout le monde qu'il n'est pas démocrate. Et donc, évidemment, il y en aura qui continueront à voter pour eux, mais beaucoup qui trouveront pas ça bien. Bon, eh bien, écoute, je trouve cette ambition très ambitieuse, parce que c'est pas évident dans un pays comme le nôtre d'avancer ses pions et de pouvoir changer les choses. En même temps, j'ai envie de te dire que ce que tu nous dépeins là, c'est un monde politique idéal. Alors, encore une fois... En fait, c'est la politique comme elle devrait être faite. C'est pour ça que je te dis que c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est pas un monde politique, c'est juste un organisme qui représente l'ensemble des citoyens et qui oblige le monde politique à aller dans la bonne direction. Une sorte de gouvernail. Alors donc, là maintenant, la première étape, c'était d'avoir les 100 signatures. Cette étape, elle est passée. La prochaine étape, c'est d'essayer d'intégrer un parti déjà existant qui n'a pas vocation à se présenter, mais qui a déjà la structure prête pour. C'est ça. En fait, c'est soit intégré, mais c'est plutôt utiliser, se servir d'un parti existant. Se servir d'un parti existant qui est en sommeil, plus ou moins. Soit en sommeil, soit vraiment, oui, en gros en sommeil, quelqu'un qui a créé un parti à un moment donné. Mais qui ne va pas se présenter, qui n'a pas vocation à se présenter. Donc il y a deux possibilités. Soit il ne veut plus jamais se présenter, il a compris qu'il a obtenu 100 voix et il comprend qu'il n'obtiendra jamais 150 000. Donc il baisse les bras et donc il nous donne son parti pour pouvoir faire des choses pour le bien de l'État. Ouais. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que le parti existant, il veuille aujourd'hui faire une partie de ce que nous voulons. Par exemple, changer la loi électorale. Et là, vous en êtes où dans cette étape-là, vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des chances pour que ça aboutisse avant le 15 septembre, finalement? Pour qu'il y ait un accord avec un parti, oui, c'est possible. Pour qu'on veuille participer aux élections, c'est pas encore sûr. D'accord. Parce que, comme je l'ai expliqué, c'est qu'on veut aider à améliorer la démocratie. Ouais. Mais si on concourt pour les élections et qu'on jette des dizaines de milliers de voix à la poubelle, on a été contre-productif. Donc on ne participera pas si on n'est pas sûr de dépasser le seuil d'éligibilité. D'accord. Bon, bah, très bien. Écoute, tout ça, ça me paraît... c'est bien, parce que ça met en tout cas, si vous y arrivez, vous allez mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et peut-être arriver même à obtenir
certaines choses pour les citoyens. Pas peut-être. Si on rentre à la Knesset, on obtiendra beaucoup de choses. Vous obtiendrez. Écoute, au départ, tu nous avais contacté, tu m'avais contacté, je t'ai dit je te donne ma signature, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ton projet me paraissait complètement utopiste. Et je ne croyais pas déjà à la première étape où tu obtiendrais les 100 signatures. Tu les as obtenues. C'est la raison pour laquelle je t'ai invité, pour nous dire maintenant, à partir de là, où tu vas. Je pense que ça a été clair. Ce qui est important pour les 100 signatures, c'est que ce n'est pas des gens qui ont accepté de signer pour me faire plaisir. Bien sûr que non. C'est très important, parce que obtenir 100 signatures, c'était très facile. En même temps, ton principe, tes principes fondateurs de ton mouvement, tout le monde ne peut qu'y adhérer. Sauf deux types de personnes. Ceux qui sont bloqués, par exemple, ils ne veulent que Bibi, ou qui ne veulent que pas Bibi. Donc dans les deux cas, ils ne peuvent pas voter pour nous parce qu'on peut se retrouver soit avec Bibi, soit pas avec Bibi. Et c'est pour ça que une des premières choses que j'ai créées avec Maspeak, c'est un t-shirt sur lequel il y a écrit Bibi or not Bibi, that is not the question. Parce qu'en réalité, on s'en moque qui est à la tête de l'État. Ce qui est important, c'est ce qui est réalisé par l'État. Donc on s'en moque. Et donc ces personnes-là. Et le deuxième type de personnes qui ne s'associeront jamais avec nous, c'est les personnes qui ne sont pas vraiment démocrates. Par exemple, c'est très important, quand je parle avec quelqu'un et que j'essaie de le ramener à l'associer à Maspeak, je lui pose la question qui lui pose le plus de problèmes. Je lui pose une question, qu'est-ce que tu ferais s'il y a plus de 60% des gens qui voudraient ça, et cette chose-là que je te demande, c'est quelque chose que toi, tu ne veux pas. Par exemple, j'ai posé la question à un Lubavitch qui pense que le temple doit apparaître de lui-même, et je lui ai posé la question, s'il y a plus de 60% des citoyens israéliens qui veulent qu'on construise le temple, tu votes pour ou tu votes contre? Il me dit, moi, je suis contre qu'on construise le temple, mais s'il y a plus de 60% des citoyens qui veulent qu'on le construise, alors je voterai pour. Ouais, super. Donc c'est ça dont on a besoin. Très bien. En plus, c'était un bel exemple pour finir cette histoire de construction du temple. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir accepté mon invitation et d'être venu parler, nous expliquer tout ça. C'est très intéressant à suivre pour la suite. Et puis, voilà, on espère alors peut-être vous voir ou pas ces élections, les prochaines. En tout cas, si pas ces élections, au moins les prochaines, qui auront lieu vraisemblablement maximum un an après les prochaines. Ça, c'est ton pari. Bonne continuation, longue vie à Maspeak. Merci beaucoup. Ou au nom qu'elle prendra si elle intègre un parti déjà existant. Non, le nom, on le garde. Le nom, vous le garderez. Il est très important. Alors, le nom, vous le garderez. Donc, Maspeak avec le bulletin DAI, ce que tu as obtenu, qui est exceptionnel. Alors, DAI, c'est un peu difficile à obtenir parce que le Dalet appartient à Balad, un parti arabe, et il faut qu'on s'assoie avec eux pour qu'ils acceptent pour de nous donner le Dalet. Mais bon. On s'est assis avec eux, ils nous ont donné leur accord. Alors, bonne continuation. Merci beaucoup pour tout. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau Entre nous soit dit avec Cyril Kleczewski. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission, un nouvel invité, une nouvelle discussion à bâton rompu. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Cyril. Au revoir.